Maintenant. Bonjour à tous. Bienvenue sur le webinaire du jour de l'annuaire QVT. Je suis Sonia Rive, la fondatrice de l'annuaire QVT. N'hésitez pas à prendre place derrière vos ordinateurs. Vous avez un chat et vous pouvez nous faire un petit coucou sur le chat, nous faire un petit bonjour pour nous dire que vous êtes bien là. On est navrés, on a eu des gros soucis techniques au démarrage, donc 3-4 minutes de retard, donc on va vite enclencher, comme ça on essayera de rattraper ce petit retard. Navré pour ça. Bonjour, merci de nous mettre un petit mot dans le chat, ça nous permet de voir qui est là et d'entamer voilà, ce webinaire ensemble. Merci. Donc aujourd'hui, on va parler de cadre légal et prévention des situations indésirables au travail. Un webinaire de plus pour le réseau de l'annuaire QVT que j'anime. Et j'ai aujourd'hui autour de ma table ronde virtuelle Fatemeh Ansari, qui est Data Director chez Foreign Data, et Damien Duché, qui est avocat chez Aguerre Avocat. Avant de commencer, donc voilà, et je m'excuse parce qu'on a rattrapé au vol hier aussi Bilal, qui est ingénieur chez Foreign Data et qui va avoir un rôle très important à la fin de ce webinaire pour nous expliquer un petit peu toutes les tendances du terrain. Merci Bilal d'être là aussi. Enchanté. Donc, je vous explique quelques règles avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, des règles, on va dire, pour le bon déroulement de ce webinaire-là. Donc, vos micros et vos vidéos, chers participants, on est navrés, mais ils ne sont coupés parce que ça serait trop de bruit de parasite pour nous. Vous êtes nombreux sur ce webinaire-là et aussi, ça nous permet de gagner un peu en bande passante. Vous avez pour ça, par contre, un chat où vous pouvez vous exprimer et vous avez un petit onglet en bas à droite qui s'appelle « Questions ». Donc, si vous avez des questions à poser tout au long du webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet « Questions ». Par contre, on n'y répondra qu'à la fin. On vous a gardé 15 petites minutes pour répondre à toutes les questions à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas, même si c'est en cours de route pendant le webinaire, posez vos questions sur l'onglet « Questions », on y reviendra. Voilà pour les quelques règles. Si c'est OK pour tout le monde, vous nous mettez un petit OK dans le chat. Ça me montrera que tout le monde a pris en main l'outil. C'est vrai que on navigue tous tout le temps de plateforme en plateforme, d'outil en outil. Donc, on ne sait jamais comment fonctionne chaque outil. Là, ici, c'est la plateforme Livestorm. Elle est assez intuitive. Donc, si c'est bon pour vous, on démarre et on rentre dans le vif du sujet. On rattrape vite le temps de retard du démarrage. Donc, le sujet, comme je disais au démarrage, c'est cadre légal et prévention des situations indésirables au travail. Pourquoi ce sujet ? Parce que déjà, très d'actualité, avec la loi du 2 août qui a été entrée en vigueur au 31 mars. Mais là, je pense que notre avocat Damien en parlera beaucoup mieux que moi. Et d'ailleurs, je lui donnerai la parole très rapidement à ce sujet-là. On a aussi, moi je sais que on a beaucoup entendu parler de ce grand débat QVT, QVCT, etc. Donc on replonge un petit peu dans des fondamentaux de la QVT quand on parle de ce débat-là. Donc c'était important pour moi de remettre un petit peu les bases et mine de rien, les bases de toutes les démarches de qualité de vie au travail et de prévention restent le socle légal. Et beaucoup d'entreprises, justement, démarrent à développer des démarches QVT en essayant déjà de respecter le cadre légal et ensuite vont un peu au-delà même de ce cadre-là. On remarque d'ailleurs que dans pas mal d'entreprises, moi j'ai fait ce bilan-là, quand les entreprises vont au-delà du cadre légal et développent des démarches qui vont... qui vont au-delà, voilà, sont des entreprises qui sont assez engagées dans la qualité de vie au travail. Par ailleurs, moi, je sais que j'ai souvent des responsables RH, notamment managers, qui me disent « Ah, mais Sonia, comment on fait pour engager un peu plus notre direction dans les démarches ?» Parce que nous, on porte énormément ces démarches-là. Et comment on pourrait faire ? Et la première chose que je réponds, c'est déjà, est-ce que vous répondez au cadre légal ? À partir de là, on peut enclencher des choses. Voilà le pourquoi du sujet aujourd'hui. Je vais laisser mes deux intervenants principaux, Fatemeh Ansari et Damien Duché, se présenter un petit peu plus et expliquer aussi pourquoi ils sont là.
Et puis, on enclenchera assez rapidement sur une première partie de ce webinaire qui concerne vraiment le cadre légal. Je vais faire un petit honneur aux femmes et je vais laisser Fatemeh se présenter et nous dire pourquoi elle est là justement aujourd'hui dans ce webinaire. Fatemeh, est-ce que tu m'entends ? Oui, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Alors, on n'a pas la vidéo, mais on va te laisser te présenter. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton profil et l'entreprise dans laquelle tu travailles et pourquoi tu es aussi engagée dans les démarches de prévention au travail ? Bien sûr. Alors, bonjour à tous. Je suis Fatemeh, Data Director, comme Sonia l'a précisé, chez Falling Data. Et Falling Data est une entreprise qui est spécialisée, on va dire, dans l'intelligence artificielle, plus particulièrement dans le traitement des données, on va dire multimédia non structurées, que ce soit le texte, que ce soit l'image ou la vidéo. Et nous avons commencé notre aventure il y a à peu près 3 ans. Et nous nous sommes engagés effectivement dans cette démarche de la lutte contre les situations indésirables dans le milieu de travail, parce que voilà, l'aventure avait commencé sur le sujet de la lutte contre le cyberharcèlement. Et très vite, on va dire, à la base de l'outil, était destiné à faire, on va dire, à détection, à la prévention sur les situations de cyberharcèlement. Mais très vite, on a dû étendre l'outil sur, on va dire, toutes les situations indésirables au travail et les éléments indésirables au travail qui peuvent être, on va dire, dans les échanges écrits, voire, on va dire, dans la situation, on va dire, physique, voire pas que dans les échanges écrits, parce qu'à la base, l'outil se basait sur les échanges écrits pour détecter ou voire prévenir les situations indésirables. Mais, on en parlera un peu plus après de l'outil, Fatemeh. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, toi, ton rôle un petit peu et quelle casquette tu portes, en fait Je chapeaute tout ce qui est, on va dire, les activités qui sont liées au développement technique de la situation. Et on a une équipe on va dire, de data scientists et une autre équipe de linguistes qui travaillent ensemble pour développer l'outil. Et moi, je chapeaute l'activité de ces deux équipes. D'accord, donc tu es aussi bien sur le pôle linguistique que data. Et on en parlera un peu plus après, mais ce qui fait des choses assez extraordinaires au niveau de la prévention. Et donc, on a à côté de Fatemeh, Bilal, je te laisse te présenter ton rôle et ta casquette, qui tu es en 30 secondes, c'est possible ? Bien sûr, pas de problème. On te redonnera la parole à la fin du webinaire pour parler justement. D'accord. Donc, effectivement, je suis ingénieur, mais aujourd'hui, mon rôle principal, c'est je suis business manager chez Foreign Data. Je m'occupe de la commercialisation du logiciel Shield for Business et je fais le lien entre le service commercial et le service technique pour remonter les fonctionnalités et les besoins clients. D'accord, ce qui va être hyper intéressant de t'entendre pour connaître un petit peu toutes les tendances du terrain et ce qui se passe dans les entreprises en termes de situation indésirable au travail. Merci Bilal. Bien. Je finis mon tour de table avec Damien Duché. Bonjour et merci d'être là aujourd'hui. Donc, j'ai pas l'habitude d'inviter des avocats sur les webinaires de la NURQVT. On a souvent des professionnels issus du monde de la prévention, de la qualité de vie au travail, des RH, des managers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis ravie de vous inviter sur ce webinaire-là. On a échangé un petit peu déjà ces derniers temps et on s'est dit, effectivement, le socle finalement de tout le travail, le travail est encadré par des lois. Forcément, ça serait intéressant de donner la parole aux avocats et pour vous également d'entrer un peu plus dans cette sphère de la qualité de vie au travail. Est-ce que je peux vous demander du coup un peu votre parcours et qui vous êtes, Damien ? Oui, bien sûr. Oui, bonjour à tous. Merci Sonia. Donc effectivement, moi je m'appelle Damien Duchet, je suis avocat au sein du cabinet Aguera Avocat, donc spécialisé principalement en droit social.
Moi, j'interviens en conseil principalement avec aussi un peu de contentieux en parallèle, donc avec une dominante en droit du travail auprès d'entreprises de toute taille. Sur le sujet de la prévention, effectivement, et de la QVT de manière générale, ou de la QVCT maintenant, on est de plus en plus sollicité par nos clients sur ce sujet en amont, au titre du conseil, effectivement, parce que c'est une obligation qui a été renforcée. Donc, effectivement, c'est un sujet sur lequel je me suis penché, soit à travers des dossiers, soit à travers des articles que j'ai pu écrire récemment. Donc, voilà, donc c'est un sujet très intéressant, effectivement, et en devenir. Donc, je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Merci Damien. Du coup, on va tout de suite enclencher sur mes premières questions et rentrer dans le vif du sujet par rapport au droit du travail. Est-ce qu'il serait possible, Damien, de nous rappeler un petit peu ce que nous dit la loi en matière de qualité de vie au travail, prévention surtout? Oui. Alors, je vais être assez synthétique parce que je sais que notre temps est limité. Oui. C'est un exercice qui ne sera pas effectivement très facile parce que la matière est dense, mais je vais tâcher de l'être. Donc, sur la QVT, on a un corpus de textes assez récent finalement, puisque le premier texte, c'est l'ANI, l'Accord national interprofessionnel de 2013, qui est venu définir cette notion. Elle a évolué au fil des années. Elle a été codifiée dans le Code du travail en 2015, puisque le législateur a rendu obligatoire la négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, pour inciter effectivement les entreprises à s'emparer du sujet. Pour autant, on a eu un bilan assez mitigé au fil des années, puisqu'on s'est rendu compte, notamment en 2019, avec des statistiques faites par la DARES, qui est la direction des statistiques du ministère du Travail, et l'ANACT, qui accompagne les entreprises sur ce sujet que vous devez connaître, que très peu d'accords traitaient de la qualité de vie au travail. Donc, on va avoir un nouvel ANI en 2020, 9 décembre 2020, qui vient renforcer le thème de la qualité de vie au travail et notamment va ajouter le thème de la qualité des conditions de travail. Donc, c'est pour ça que maintenant, on ne parle plus de la QVT, on parle de la QVCT, qualité de vie et des conditions de travail. Et c'est la loi du 2 août 2021, la loi santé, qui va venir effectivement graver dans le marbre de la loi cette nouvelle obligation de négociation. Donc, pour autant, aujourd'hui, le thème de la qualité et des conditions de travail reste facultatif pour les entreprises. Le législateur ne l'a pas rendu obligatoire. La négociation est-elle obligatoire? La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle est obligatoire, mais le thème de la QVCT reste facultatif. D'accord. C'est vrai qu'on peut regretter que le législateur ne soit pas allé aussi loin et n'ait pas imposé, n'ait pas rendu ce thème obligatoire, mais en tout cas, effectivement, on voit que on va peut-être se diriger vers une obligation plus tard et dans les années à venir. Donc aujourd'hui, c'est un sujet qui doit effectivement être négocié annuellement, donc l'égalité professionnelle. Et dans le cadre de cette égalité professionnelle, les partenaires sociaux sont invités donc à parler de la qualité des conditions de travail et de la vie au travail. Donc effectivement, pourquoi rendre ce nouveau thème, pourquoi inviter les partenaires sociaux à parler de ce nouveau thème? C'est effectivement pour essayer de prévenir des situations indésirables au travail, qui est le thème du webinaire aujourd'hui, puisqu'effectivement, on se rend compte que si on a des mauvaises conditions de travail, elles vont générer, ces mauvaises conditions de travail, des situations indésirables au travail. Donc, c'est vraiment sous l'angle, effectivement, de la prévention que la QVCT va avoir un intérêt pour les entreprises. En matière de prévention, donc c'est le deuxième point de votre question, quel est le cadre de la prévention aujourd'hui? La prévention, effectivement, l'employeur aujourd'hui a une obligation générale de sécurité. C'est une obligation de prévention, c'est prévu dans le Code du travail. Effectivement, l'employeur doit prendre tout type de mesures pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Et le Code du travail vient définir quel type de mesures l'employeur doit prendre. Et les premières mesures qui sont listées, c'est des actions de prévention et des actions de prévention, effectivement, des risques professionnels. Donc, la première mesure que l'employeur doit prendre, c'est des mesures de prévention. Le Code du travail liste 9 principes généraux
au titre de la prévention. Donc ça aussi, c'est inscrit dans le Code du travail. On l'oublie parfois, mais c'est vrai que sur le sujet, le Code du travail est assez riche. Et effectivement, le Code du travail vient lister tout un tas de principes. Et donc, on a par exemple, effectivement, alors si je reprends la liste... Et qui sont du coup inscrits dans le Code du travail depuis bien avant 2013, avant qu'on parle de QVT. Ouais. Souvent, c'est vrai que on parle de QVT depuis 2013, depuis les accords nationaux. Mais quand on remonte un petit peu dans l'histoire de la QVT, on parle de conditions de travail et ça remonte finalement à l'histoire des syndicats et à et souvent, j'aime bien justement parler de ça, de cette histoire-là autour du 1er mai. C'est d'actualité parce que on remonte aux luttes ouvrières dans le temps. Hein. Donc la QVT, c'est pas si nouveau que ça, c'est inscrit et on a des accords depuis 2013 et là récemment 2020, mais il est quand même là depuis un bon morceau de temps. Exactement, tout à fait. Je vous laisse du coup poursuivre peut-être. Voilà, c'était donc pour vous donner des exemples effectivement des 9 principes généraux au titre de la prévention. On a combattre les risques à la source, on a adapter le travail à l'homme, donner des instructions appropriées. Donc on a 9 principes généraux de prévention qui sont effectivement listés dans le Code du travail. Donc cette obligation de prévention, effectivement, elle est très importante puisque si l'employeur ne met pas en œuvre toutes les mesures qui sont prévues, il est susceptible d'engager sa responsabilité et donc de risquer une condamnation, paiement de dommages et intérêts notamment, en cas de situation indésirable avérée. Donc on verra tout à l'heure ce qu'on entend par situation indésirable, mais qu'effectivement aujourd'hui, la jurisprudence sanctionne le défaut de prévention de l'employeur. Donc c'est pour ça que c'est très important de se saisir du sujet en amont et de prendre toutes les mesures possibles en identifiant les risques, en utilisant l'outil qui est le plus approprié aujourd'hui, c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc c'est vraiment dans le cadre de cette démarche-là de prévention que l'employeur va pouvoir éviter d'être sanctionné en cas de survenance d'une situation indésirable. Et d'ailleurs, en parlant de situation indésirable, est-ce que le cadre légal, qu'est-ce qu'on met derrière cette nomination-là, situation indésirable ? Parce que c'est un petit peu borderline. Oui, alors, situation indésirable, on n'a pas de définition légale de la situation indésirable au travail. Le Code du travail ne parle pas de situation indésirable, c'est un concept un petit peu plus général. Et nous, les juristes, on aime bien les qualifications juridiques. Donc, quand on a une situation indésirable qui va survenir sur le travail, on va essayer de la mettre dans une case qu'on connaît, qui est définie. D'accord. Donc, ce sera soit du harcèlement moral, du harcèlement sexuel, discrimination, violence, etc. Donc, en tant que telle, la situation indésirable n'existe pas, mais pour autant, on a des qualifications qui existent, et cette situation, on essaiera de la mettre dans une des cases et dans une des qualifications juridiques existantes. Si on n'a pas de qualification juridique existante, on pourra toujours l'appréhender à travers le prisme de l'obligation de sécurité et de prévention, pour vérifier effectivement si l'employeur a pris toutes les mesures, les dispositions nécessaires en amont pour éviter la survenance d'une situation indésirable. Donc c'est vrai que c'est assez vaste et assez général, mais si elle est indésirable, ça veut dire qu'elle est préjudiciable aux salariés. Donc on essaiera de voir effectivement dans quelle mesure, s'il n'y a pas de qualification qui encadre cette situation, dans quelle mesure l'employeur aurait manqué éventuellement à son obligation de prévention. D'accord, très bien. Merci pour cet éclairage. C'est vrai que je vois les minutes défiler à un temps, c'est fou. Je sais que vous aviez justement écrit, vous aviez parlé d'une publication sur le harcèlement et la nouveauté, on va dire, avec la loi du 2 août. Je laisse aux participants la publication dans le chat, s'ils veulent aller lire justement ce que vous avez rédigé. Par rapport je vous laisse en dire un petit mot, c'est par rapport justement à la nouvelle définition du harcèlement et ce que ça engage chez les employeurs. Oui, tout à fait. Donc effectivement, la loi santé du 2 août 2021 a modifié la définition du harcèlement sexuel dans le Code du travail, puisqu'on a aujourd'hui deux codes qui traitent du harcèlement sexuel. On a le Code pénal et le Code du travail. Et effectivement, cette loi du 2 août 2021 est venue modifier celle du
Code du travail. On a 2 changements majeurs qui sont intervenus avec la loi du 2 août. Le premier changement majeur, c'est une extension de la qualification de harcèlement sexuel aux propos et aux comportements à connotation sexiste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis le 31 mars 2022, entrée en vigueur de cette nouvelle disposition, toute situation et tout comportement ou propos à connotation sexiste sont susceptibles d'être qualifiés de harcèlement sexuel. Donc c'est vrai que c'est très vaste, ça peut effectivement générer des situations qui antérieurement à ce texte n'étaient pas qualifiées de harcèlement sexuel, mais qui aujourd'hui pourront l'être et effectivement être sanctionnées en tant que telles par l'employeur. On a un guide, et je pourrais peut-être vous le renvoyer, qui a été diffusé par le ministère du Travail, qui définit ce qu'est un propos ou un comportement à connotation sexiste. Donc, effectivement, ça peut être des remarques sur le physique, ça peut être des cadeaux nombreux malgré des refus. Voilà, ça peut être tout un tas de situations qui aujourd'hui pourront constituer du harcèlement sexuel. Donc ça, c'est le premier changement intervenu par la loi du 2 août 2021. Et le deuxième changement aussi important, on a de nouvelles formes de harcèlement sexuel qui sont encadrées par ce nouveau texte et qui visent à sanctionner principalement le cyberharcèlement et les formes collectives de harcèlement. Donc ça, c'est le deuxième changement important. C'était prévu dans le code pénal, ça n'était pas dans le code du travail, donc là on a un alignement entre les deux codes. Et effectivement, maintenant, le code du travail prévoit effectivement que le harcèlement sexuel peut être constitutif de faits de cyberharcèlement notamment. D'accord, super. Sur l'employeur, alors en quelques mots, les conséquences. Alors la première conséquence de ce nouveau texte, c'est déjà actualiser le règlement intérieur. D'accord. Actualiser effectivement le règlement intérieur, donc ça c'est important de le faire. Et après, effectivement, ça va générer en amont et en aval pour l'employeur de nouvelles mesures à prendre au titre de la prévention et en réaction à une situation nouvelle. Donc, au titre de la prévention, c'est les mesures classiques que l'employeur peut prendre. Il faut former ses salariés. Il va y avoir aussi un renforcement des rôles des référents harcèlement sexuel et agissement sexiste, parce que vous savez peut-être que chaque entreprise d'au moins 250 salariés doit désigner un référent harcèlement sexuel et agissement sexiste. Et au sein du CSE, en plus, on doit aussi avoir un référent harcèlement sexuel et agissement sexiste, quels que soient les effectifs de la société. Donc ce rôle va certainement gagner de l'ampleur avec cette nouvelle définition. Donc ça, c'est vraiment au titre de la prévention. L'employeur doit être proactif pour sensibiliser ses salariés. Également, un des points que je vois pour le cyberharcèlement, c'est peut-être prévoir des mesures spécifiques dans les chartes ou accords télétravail, quand on est à distance, les salariés sont isolés. Donc, ça peut générer de plus en plus de situations de cyberharcèlement. Donc, ne pas hésiter à s'emparer du sujet dans les chartes ou accords de télétravail. D'accord. Voilà. Merci. Je suis navrée, je vais devoir... on va devoir limiter, mais bravo pour cet exercice de condenser en si peu de temps. Vous avez beaucoup parlé justement de harcèlement, de cette nouvelle définition. J'ai glissé pour les participants la publication que vous aviez publiée sur LinkedIn et co-rédigée avec une de vos consoeurs justement et publiée dans Lexis. Oui, la semaine juridique, Lexis Nexis. Ouais, c'est ça, une revue juridique. Donc je leur laisse de ce côté-là. Et effectivement, si possible, avoir le guide dont vous parliez, ça serait hyper intéressant, je pense, pour les participants. N'hésitez pas d'ailleurs, chers participants, si vous voulez recevoir ce guide-là, je vous le transférerai également. On parle de harcèlement, effectivement. Moi, je suis tombée sur une étude qui dit que 60% des personnes interrogées ont déjà été exposées à au moins un agissement sexiste ou sexuel dans le cadre du travail au cours des 12 derniers mois. Donc, c'est une étude du cabinet Équilibre Conseil et Opinionway qui a été réalisée en février et mars, donc assez récente. Ça commence à faire, ça reste beaucoup, 60% quand même des personnes interrogées. Est-ce que Fatemeh, tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que tu peux nous dire comment on en arrive là et quels sont les outils, on va dire, en matière de prévention? J'ai un souci de vidéo du côté.
Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, je vous on entend. bien. Ok. Il n'y a pas de souci. Bien sûr, par rapport aux outils qui peuvent exister, on va dire, pour la prévention, on va dire en prévention ou détection, on va dire, des situations indésirables au travail. Il existe plusieurs formes effectivement d'outils qui sont utilisés aujourd'hui, comme ça peut être des portails déclaratifs et qui sont des dispositifs à disposition des salariés pour aller, on va dire, faire un déclaratif d'un cas dont ils étaient témoins ou victimes. Ça existe, ce genre d'outils. Je connais des entreprises dans lesquelles ils ont mis en place des emails sur lesquels on peut effectivement encore faire du déclaratif, aller déclarer des situations difficiles ou à risque, ou aussi des lignes téléphoniques auxquelles on peut appeler, on peut déclarer des situations comme ça. Après, il y a un autre volet d'outils aussi qui existe sur le marché. Ce sont les outils, on va dire, le moyen d'enquête. Là, les entreprises, effectivement, utilisent les enquêtes pour recenser éventuellement les situations existantes, des situations indésirables existantes sur le lieu de travail. Et puis, il y a un autre volet de, on va dire, outils qui sont un peu les outils un peu plus dans l'intelligence artificielle qui visent à, on va dire, détecter d'une manière automatique ce genre de situation, ce genre d'éléments indésirables, on va dire, ça va être beaucoup plus sur la détection des éléments indésirables. On sait par exemple que si on prend voir pas que sur le lieu de travail, sur les transports, on sait que par exemple RATP fait appel à ce genre d'intelligence artificielle sur le volet de l'imagerie pour détecter éventuellement s'il y a une violence, s'il y a un cas de harcèlement sexuel même. Donc, ce genre d'outils existe. Beaucoup moins déployés sur le lieu de travail, on va dire, avec les contraintes comme RGPD, comme les contraintes un peu plus, on va dire, les réticences qui puissent exister sur le lieu de travail, on va dire aussi pour le respect de la vie privée de l'employé ou du collaborateur. Donc, du coup, comme je vous ai dit, ça existe. Il y a plusieurs volets qui existent. Mais après, chacun des groupes, chacun des entreprises, selon la politique, selon les secteurs d'activité, peut, on va dire, utiliser un de ces outils-là pour faire la prévention ou la détection des éléments indésirables au travail. Donc, je sais que votre entreprise, Forindata, s'est lancée dans la prévention aux situations indésirables et notamment sur le volet harcèlement, cyberharcèlement. Au début de ce webinaire, quand vous vous présentiez, vous parliez justement de développement d'outils pour lutter contre le cyberharcèlement. Donc, j'imagine que c'est pas forcément dans le monde du travail que l'aventure a commencé. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de comment une intelligence artificielle, et d'ailleurs comment cette intelligence artificielle est construite? Vous parliez d'une équipe de linguistes, une équipe de data. Comment on fusionne les deux? Qu'est-ce qui se cache derrière et comment on peut prévenir de situations indésirables au travail? Comment on peut faire de la prévention avec une intelligence artificielle aujourd'hui? Et je m'excuse, votre connexion est pas très très bonne. Je me permets de couper peut-être votre caméra pour libérer de la pente passante parce que là, on va privilégier le son. Oui, pas de souci. D'accord, très bien. En tout cas, je crois que l'écran n'est pas activé. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment l'intelligence artificielle aujourd'hui peut être mise au service de l'humain finalement? C'est assez intéressant à connaître comment cela peut fonctionner. Bien sûr. Sur ce genre de situation, on fait appel dans l'intelligence artificielle parce qu'il y en a plusieurs, on va dire, techniques qui peuvent intervenir effectivement pour prévenir, détecter ce genre d'éléments indésirables. Sur ce volet où on a travaillé
Il y a des techniques de machine learning et de techniques de deep learning, on va dire, qui sont utilisées. En général, nous construisons une intelligence par l'expérience, on va dire. Donc, du coup, il va y avoir toujours des corpus de texte, d'images, peu importe, dans lesquels vous avez ce genre d'éléments, qui sont les éléments que vous souhaitez les détecter. Ça se passe comme ça. Donc, on va venir avec, c'est pourquoi on fait appel à des linguistes qui sont spécialisés dans la modélisation linguistique, on va dire, du discours ou de ce genre d'éléments textuels. Donc, l'équipe linguiste vient, elle fait une modélisation, on va dire, textuelle de langage, d'un langage, on va dire, inapproprié, on dit, comme ça peut être la violence sexuelle, comme ça peut être la violence sexiste, ou voir les éléments homophobes ou des différents types, des situations où, on va dire, des situations discriminantes même, qui sont détectées par les éléments de langage. D'accord. Donc, on vient travailler sur des corpus différents et on va essayer de détecter ce genre de, modéliser ce genre de pattern linguistique. D'accord. Qui puissent exister dans les éléments textuels. C'est exactement de la même manière qu'on fait pour l'image. D'accord. C'est-à-dire qu'on essaie de détecter les situations de violence sexuelle, sexistes dans l'image, dans la vidéo aussi. On travaille sur la vidéo aussi. Et donc, du coup, comment on fait la prévention? Comment on peut y venir pour la prévention? Parce que quand au début, quand on travaille sur tout un corpus, ce n'est pas que la détection qu'on fait. On fait effectivement des détections des signes faibles qui peuvent être, on va dire, le début d'une situation indésirable, le début d'une situation compliquée. D'accord. Donc, qui puisse mener, parce que là, c'est comme vous le savez très bien, le harcèlement est un phénomène qui dure dans le temps. D'accord. Donc, ce n'est pas vraiment on va pas dire qu'on va pas qualifier, par exemple, un élément indésirable isolé du harcèlement. Oui. C'est pas ça le but, effectivement. C'est effectivement de savoir modéliser ce phénomène dans son ensemble. D'accord. Parce que selon la définition du harcèlement, la définition du harcèlement est donc de faire mal, avoir l'intention de faire mal d'une manière répétitive, on va dire, de faire du mal à une victime qui peut difficilement se défendre. Donc, c'est un peu ça la définition, on va dire, du harcèlement. Donc, il va y avoir effectivement une question intention, l'intention qui doit être vraiment là, la question de la répétition. Donc, il faut que ça soit répétitif, sinon ça ne relève pas du harcèlement. Et puis vous avez effectivement la victime qui souvent est dans une situation faible. Donc, tout ça a fait que nous avons fait, dans chacun de ces volets-là, on a essayé de relever des indicateurs différents et des signaux faibles, c'est-à-dire dans la répétition. Donc, dès qu'il y a un élément indésirable qui est détecté, donc ce qu'on fait, c'est de commencer, on va dire, de temporiser, commencer à suivre, on va dire, et d'essayer de suivre les éléments dans sa suite. D'accord. Ça, et aussi d'essayer de faire une analyse émotionnelle, ce qui est possible avec l'intelligence artificielle, de savoir un peu l'état de la victime aussi. D'accord. Voilà, de voir la victime éventuellement, elle est dans une situation aussi difficile. Donc, elle commence à avoir, par exemple, des signes de dépression, des propos qui sont un peu dépressifs, des propos qui peuvent relever d'un état mental, on va dire, de tristesse, de ce genre d'éléments. Et donc, du coup, tout cela, on les met ensemble, on les agrège ensemble. Et on fait des alertes sur une situation, le début d'une situation compliquée. D'accord. Parce qu'on veut le détecter avant que la situation devienne très compliquée, avant que vraiment on est une victime qui est en état de dépression, avant qu'on ait une victime qui est en état carrément de burn-out et qui
déjà trop tard, on va dire. Donc, c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs indicateurs qui font que, voilà, c'est un package un petit peu qui permet d'aller prévenir sur plusieurs axes. D'accord. Je suis navrée, je vois les minutes défiler. On va passer à une dernière partie qui est vraiment assez intéressante sur le témoignage de cas concrets, en fait. Je vais demander à Damien et à Bilal de nous parler un petit peu du terrain. Tout à l'heure, Damien, vous nous disiez que il y avait de plus en plus d'entreprises qui venaient de vous consulter parce que forcément, le cadre légal est un peu plus aussi posé aujourd'hui et ancré. Est-ce que vous pourriez nous parler peut-être d'une histoire, d'un cas, d'un témoignage que vous avez rencontré dans votre cabinet ? Oui, effectivement. Alors, je resterai confidentiel sur certaines informations, mais comme souvent et surtout, effectivement, ces derniers temps, moi, j'ai été saisi d'une situation de harcèlement sexuel, donc dans une entreprise d'une centaine de salariés, où effectivement, une salariée s'est plainte auprès de sa direction d'une situation de harcèlement sexuel qui prenait la forme de propos d'un de ses collègues de travail. Donc, c'était des échanges écrits, des propos aussi verbaux. Donc, là, on n'est pas très écrit, mais en tout cas, on avait des échanges écrits, des SMS, des emails assez insistants. Donc, la salariée les a montrés à sa direction. Et effectivement, la direction m'a ensuite consulté sur la réaction à adopter face à cette situation. Donc, classiquement, quand on a une situation de harcèlement sexuel, en principe, ou de harcèlement moral, l'employeur met en œuvre une enquête pour effectivement faire la lumière sur les faits qui lui sont présentés par la victime. Donc, la première chose à faire, c'est effectivement interroger le mis en cause, le salarié mis en cause, pour avoir sa version des faits, le confronter donc aux éléments de preuve qui sont donnés à l'employeur. Et dans le cadre de cette enquête, on va également interroger la victime. Donc, on va effectivement prendre en note ce qu'elle ressent, et effectivement comment elle a vécu la situation. Et on va également aussi, si effectivement c'est pertinent, interroger d'autres salariés pour renforcer un dossier. Donc, effectivement, si des témoins ont assisté à cette situation, on va également les interroger. Donc ça, effectivement, c'est la première chose à faire. Et ensuite, l'employeur va devoir, dans le cadre de son obligation de sécurité, prendre toutes les mesures pour protéger la salariée, en l'occurrence mise en cause, puisque là, on avait des éléments concrets. Donc, il faut la sanction admise, en général, c'est le licenciement. Donc, l'employeur, effectivement, quand on est face à cette situation-là, en tout cas, c'est ce qui s'est passé dans mon cas. Le salarié mis en cause a été mis à pied à titre conservatoire. Et ensuite, on a engagé donc une procédure de licenciement pour faute grave, puisqu'on avait des faits avérés, des éléments matériellement vérifiables démontrant cette situation de harcèlement sexuel. Donc, l'employeur se devait de réagir. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'obligation est en deux temps, en amont et en aval. En amont, donc on pourrait reprocher à l'employeur un défaut de prévention. En l'occurrence, ce n'était pas le cas puisqu'on avait pris certaines mesures en amont, mais effectivement, en aval, l'employeur doit également réagir. Sinon, effectivement, il risque d'être condamné à des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat. D'accord. Merci pour ce témoignage. J'imagine qu'il y en a aussi beaucoup d'autres sur d'autres types de situations. Peut-être que là, je vais redonner la parole à Bilal, qui va nous parler un peu du terrain. J'étais très curieuse de savoir, et je pense que les participants aussi, quelles sont peut-être les tendances dans ce que vous pouvez observer chez Foreign Data qui
qui est spécialisé dans la prévention voilà, du harcèlement et tout autre comportement indésirable. On ne peut pas nommer des entreprises clientes, etc. Mais par contre, j'imagine qu'avec les datas que vous avez, vous pouvez observer des tendances. Quel type, par exemple, dans quelles activités il y a plus de situations de harcèlement que d'autres? Est-ce que, Bilal, vous pourriez répondre à cette question-là? Est-ce que vous m'entendez? Donc, oui, en ce qui concerne, on va parler de plusieurs retours d'expérience dans plusieurs secteurs parce que vous m'avez demandé l'activité. Pardon, j'ai lancé une demande de vidéo, effectivement. Je me suis dit peut-être que ça marche un petit peu mieux maintenant. Je ne sais pas. Ouais, c'est moyen. Donc, ce qu'on a découvert déjà de par l'approche client, c'est que la demande client, elle diffère d'un secteur à un autre. Donc, on a commencé par le secteur public, santé et privé. Nous avons découvert, comme retour d'expérience d'ailleurs, qu'un médecin a été radié de l'ordre des médecins ainsi que 3 autres à cause d'une personne qui s'est suicidée. Donc, l'enquête a mené que la personne s'est suicidée à cause d'un cas qui s'est avéré du harcèlement. Et donc, les coûts juridiques qui ont été générés par cette affaire, ils étaient énormes. Donc, là, actuellement, le Shield for Business, il est utilisé justement pour avoir une preuve juridique, dire, voilà, on a fait le nécessaire. Comment c'est utilisé? C'est justement pour relever quel est le type de problème, savoir quel problème, est-ce qu'il y a une suspicion de burn-out, est-ce que le problème est lié à du sexisme, à du racial, à la religion, pour savoir en face quel type de campagne on va faire. Donc là, on parle de vraiment optimiser le process, c'est quoi? C'est déjà savoir quel est le problème, savoir comment le régler. Aujourd'hui, malheureusement, la plupart des sociétés, quand ils font des campagnes de sensibilisation, ils le font sur l'ensemble de l'entité, sur l'ensemble de la société. Donc, ils perdent du temps, ils perdent en efficacité. Parce que les problèmes dans une direction sont différents qu'une autre direction. Bien sûr. Donc, à titre d'exemple, sur un autre secteur, là, c'était un premier secteur, on parlait de public, santé et privé. Après, en ce qui concerne les datas, nous, on n'a pas accès à ces datas, vu que c'est confidentiel et c'est privé et c'est juste, on va dire, des données qui sont gérées par une direction, par une personne d'ailleurs. Nous, on n'a pas accès. On a des retours on a des retours en ce qui concerne l'utilisation du logiciel, mais sur les datas, c'est confidentiel. Par exemple, sur la partie BTP, on a donné la possibilité aux salariés qui n'ont pas justement d'adresse mail professionnelle parce que la partie analyse sémantique, analyse échange professionnel ne va pas être bénéficiaire pour ces personnes-là qui travaillent sur le chantier, sur le terrain, qui ne sont pas sédentaires. Donc, nous, on leur a donné la possibilité de déclarer leurs problèmes ou les suspicions, on va dire, de propos toxiques, suspicions d'harcèlement à partir d'un portail déclaratif dirigé web qui va être analysé de par nos modèles pour justement relever quel est le problème qui est lié à cette déclaration. Donc, vous imaginez, dans des grandes entités, les problèmes sont différents. Donc, quand on parle de problèmes différents, c'est des plans d'action différents, des actions différentes. Nous, dans ce cas-là, on arrive à cerner le problème. On arrive à communiquer avec la personne à partir d'un chat, même s'il ne peut pas venir se déclarer d'une façon nominative. On peut échanger avec lui pour lui donner des conseils. Et après, on peut le jeu localiser, savoir dans quelle direction il D'accord. Et est-ce que vous observez des tendances dans certains domaines d'activité, par exemple? Quels sont les types de problèmes les plus récurrents qui sont observés dans les… Justement, le type de problème, on n'a pas de résultat en ce qui concerne le type de problème. On sait quel est le problème. On sait quel est le problème. Enfin, la direction sait quel est le problème. Nous, on vend le logiciel et ils récoltent leurs données, leurs propres données. D'accord. Voilà. Donc, l'utilisation du logiciel, déjà, c'est pour pouvoir détecter les propos toxiques, les éléments indésirables, savoir quelle campagne de sensibilisation ou quelle action corrective on va mettre en face et faire le lien avec la direction. On n'a pas parlé de cet anglais, par exemple, avec les boîtes de conseil, avec qui on travaille. La majorité des salariés sont externes à la société. Ils travaillent chez le client et du coup, on n'a pas ce feedback des consultants. On n'arrive pas à les suivre.
Ouais. Donc, à partir de cette plateforme, on arrive à savoir s'ils ont des problèmes chez le client, s'ils sont bien ou pas bien. Parce qu'un consultant qui part, c'est de l'argent perdu pour la société. On arrive à suivre ces consultants, savoir de quoi ils ont besoin et s'ils ont des problèmes dont ils n'osent pas en parler avec la direction. Donc, à partir de cette plateforme, on arrive à gérer tout ça. Oui, d'accord, très bien. Ce que je voudrais juste, il faut conclure juste sur un truc, c'est que en ce qui concerne la qualité de vie au travail et la détection des propos toxiques, la mesure de la qualité de vie au travail et les risques psychosociaux, aujourd'hui, la majorité des sociétés, ils sont très en retard là-dessus. Donc, on va dire que l'avancée technologique et l'outillage pour les directions manquent beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de s'adapter au mieux en fonction des besoins clients. Non pas juste sur la partie détection propos toxiques, mais aussi sur la partie analyse QVT. Ouais. Donc, c'est un vrai moyen pour pouvoir justement répondre au cadre légal et éviter de se retrouver chez aguerris avocats à cause de poursuites, justement. C'est un premier filtre. Avant de passer à la partie questions-réponses avec les participants, je vais vous poser une dernière petite question à laquelle on va répondre très, très rapidement. Selon vous, l'ingrédient secret pour garantir un environnement sain au travail, qu'est-ce que ce serait? Qui veut répondre en premier? Je peux essayer de répondre, si vous le souhaitez. L'ingrédient secret, alors je dirais qu'il n'y a pas qu'un ingrédient, il y en a plusieurs. C'est forcément effectivement la prévention, l'anticipation. Donc toujours effectivement être dans cette démarche de proactive, de réflexion en amont, comment prévenir la survenance de risques. C'est aussi les communications. Quand on a des élus, les impliquer, ne pas hésiter effectivement à les impliquer, avoir une démarche de réflexion collective sur un environnement de travail, puisqu'effectivement, même si cette obligation de sécurité appartient à l'employeur, on voit que, notamment à travers la négociation sur la QVCT, elle est partagée avec aussi les élus, on les implique davantage sur la démarche de prévention, et notamment sur le DURP aussi, les élus sont impliqués. Donc, on a vraiment effectivement cette démarche de collaborative, impliquer les élus. Donc voilà, donc ça c'est important aussi d'être main dans la main sur effectivement cette démarche de prévention. Oui, impliquer toutes les parties prenantes. Oui. Merci. Fatemeh, quel est ton ingrédient secret selon toi pour garantir un environnement sain au travail? Comme effectivement un des participants vient de souligner, j'allais dire la même chose. Pour moi, effectivement, c'est le dialogue. C'est le dialogue, de savoir effectivement ouvrir le dialogue et de laisser, on va dire, tout le monde parler, on va dire, de leur travail, de leur situation librement, sans avoir vraiment des filtres et des barrières qui sont là. Donc, pour moi, c'est le dialogue, quoi. C'est l'ingrédient. Ouais, pour ça, donc c'est créer aussi des conditions qui permettent de libérer la parole, de savoir qu'on peut être écouté, donc créer des espaces, faire en sorte que les salariés soient à l'aise et puissent parler de tout, effectivement. Merci. Et Bilal, qu'est-ce que serait l'ingrédient secret? Moi, j'aurais pensé plus pour la bienveillance, comme a évoqué Abel Belsemé. La bienveillance, la confiance, c'est bien sûr la prévention et puis essayer de résoudre correctement les problèmes. D'accord. Merci, ne Bilal. pas s'y échapper. Voilà. D'accord. Donc, pour conclure, effectivement, moi, quand j'ai tous ces petits ingrédients secrets, donc le dialogue, la communication, la bienveillance, impliquer toutes les parties prenantes, c'est fou, mais j'ai l'impression que c'est les ingrédients secrets qui répondent quand même à beaucoup de problématiques dans le monde de la qualité de vie au travail, dans le monde du travail au sens large, que ce soit pour mettre en place des choses dans l'entreprise, pour garantir la
santé et la sécurité des employés, des salariés dans les entreprises. C'est toujours ces ingrédients secrets finalement qui ressortent et pour garantir un environnement sain. Merci à vous tous. On va donner la parole maintenant à nos participants. J'ai questions qui ont apparu sur le chat. Donc, d'ailleurs, tous les participants, n'hésitez pas à basculer vos questions dans l'onglet « Questions » et nos intervenants, nos experts y répondront avec grand plaisir. Donc, posez vos questions. Tac, tac, tac. Alors, j'ai reçu... Alors, j'avais vu des petites questions passer déjà au-dessus. J'y arrive. Voilà. Alors, on a Fabienne. Bonjour Fabienne, d'ailleurs, que je salue au passage. Fabienne Siron. Question pour Maître Duché. L'enquête interne suite à droit d'alerte pour harcèlement est-il un moyen de prévention ou de sanction ? Alors, l'enquête interne suite à droit d'alerte pour harcèlement est-il un moyen de prévention? Oui, je n'avais pas vu effectivement les questions. Donc, cette question sur la situation de harcèlement, la réponse à votre question, c'est pas une sanction. Hein. C'est ni un moyen de prévention ni une sanction, je dirais. C'est plutôt une mesure de réaction. C'est une mesure. L'employeur doit réagir quand il est face à une situation de harcèlement. Donc, s'il doit réagir, ça veut dire qu'il n'a pas suffisamment pris de moyens de prévention. Donc, l'alerte, ça va vraiment être une mesure de réaction. Ça ne va pas être une sanction en tant que telle, c'est plutôt une réaction. L'employeur va devoir prendre cette mesure pour faire la lumière. Et si effectivement, à la suite de l'enquête, il s'avère que la situation de harcèlement est avérée, il agira et il prendra ensuite une sanction. Mais l'enquête, c'est un intermédiaire, c'est une mesure en réaction et la sanction interviendra après si la situation de harcèlement est avérée. Merci pour cette réponse bien complète. Est-ce que, voilà Fabienne, on a bien répondu à ta question, j'espère que oui. On a d'autres questions. Quel est le délai de déposer une plainte pour harcèlement après avoir quitté l'entreprise? Donc ça, j'imagine que c'est pour moi. Je pense qu'elle est dirigée vers vous, oui. Alors, la plainte, ça dépend ce qu'on entend par plainte, si c'est une plainte pénale ou si c'est effectivement plutôt pour demander des dommages et intérêts. Si c'est pour demander des dommages et intérêts, le salarié a 2 ans, donc c'est au titre de l'exécution du contrat de travail qu'on va constater un manquement. Donc, il a 2 ans pour formuler des dommages et intérêts devant le conseil de prud'homme. Et si c'est au titre du harcèlement moral ou sexuel, on a un texte qui prévoit 5 ans. S'il veut demander des dommages et intérêts dans ce cadre-là. Donc effectivement, on a des délais qui peuvent être assez courts ou longs en fonction du point de vue, mais voilà, on a quand même effectivement suffisamment de temps pour agir éventuellement. D'accord, merci. J'ai une question de Arnaud Brurel qui demande quelle place donnez-vous à la médiation si celle-ci est-elle encore possible? Je sais que Fatemeh et Bilal, du coup, vous essayez, vous, de repérer les situations indésirables au travail aux prémices, avant même ce que vous expliquiez tout à l'heure, hein, avant même que ça éclate et qu'on soit dans de la casse et dans du burn-out, etc. Est-ce que, justement, vous faites appel à des médiateurs? Est-ce que si on retrouve des situations où les signaux sont un petit peu dans le rouge, est-ce qu'il y a une place justement à la médiation là-dedans? Je vous pose la question à vous et puis peut-être que Damien Duché pourra répondre aussi. Après, ça peut, hein, c'est la politique QVT de l'entreprise. Hein. Comme nous n'intervenons pas effectivement sur le plan d'action derrière. Ouais. Nous, on fait des recommandations dans le logiciel effectivement sur telle ou telle action. Mais après, concrètement, est-ce que ça se met en place ou pas? C'est la politique de l'entreprise. D'accord, je comprends. Et dans le cadre justement d'une affaire au sein de vos cabinets, par exemple, Damien Duché, est-ce que il y a une place à la médiation entre les entreprises et les employés? Alors, sur une situation de harcèlement, c'est compliqué en général la médiation parce qu'on a un salarié victime, peu importe que ce soit un homme ou une femme, qui accepte difficilement en général la médiation. En général, c'est pas effectivement la meilleure solution, parce que médiation, ça veut dire quoi? Ça veut dire
trouver un terrain d'entente, que les parties, les deux, les mises en cause et le salarié victime restent au même endroit sur le lieu de travail. Donc, c'est compliqué de trouver une médiation, en tout cas sur ces sujets-là. La médiation, il y a un recours pour d'autres problématiques, d'autres sujets, mais sur la situation de harcèlement, voire de discrimination, c'est assez peu recouru en pratique. D'accord, merci. J'ai une autre question qui est apparue. Quel est le meilleur moyen pour faire remonter les situations de souffrance? Mail générique interne de souffrance au travail, via les IRP, via un formulaire, via des référents harcèlement. Et Arnaud nous explique que c'est leur plus grande difficulté actuellement. Moi, j'aimerais bien répondre. Oui. La meilleure méthode pour remonter tout ça, c'est le Shield for Business. Vous rentrez sur le portail déclaratif, vous déclarez et c'est direct vers les directeurs diversité, QVT qui vont traiter le sujet. D'ailleurs, après, s'ils ne traitent pas leur sujet, ça, c'est un problème. Oui, mais après, effectivement, là, pour revenir sur le point, c'est vraiment par rapport à ce qu'on a pu voir sur le retour d'expérience dans les entreprises différentes, c'est cas par cas. Vous voyez, c'est vraiment à chaque fois la culture de l'entreprise impacte énormément cette procédure. C'est-à-dire que si on a la culture de la parole, de la libération de parole et d'être à l'aise, d'aller parler, d'aller voir les dirigeants et tout ça et parler de ses soucis, donc on n'a vraiment pas besoin de grand-chose. Vous voyez, ça se remonte tout seul avec les référents éventuellement et tout ça, ça se remonte tout seul. Mais par contre, si on a une entreprise qui est un peu plus fermée sur ce genre de démarche et tout ça, on peut mettre en place effectivement des portails plus anonymisés, c'est-à-dire que pour donner la parole, comme on a dit, et on va dire réunir les conditions pour que les gens puissent en parler. Parce qu'on sait que souvent, dans 60% des cas, le problème, c'est que ça ne remonte pas. On ne sait pas qu'il y a un souci, on ne sait pas qu'il y a une situation à risque qui existe. Donc, on ne peut pas agir là-dessus. Donc, effectivement, après, c'est vraiment la culture de l'entreprise qui impacte énormément nos moyens. Oui, c'est ça. Oui, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, et moi, souvent en pratique, ce que j'ai pu constater, c'est que c'était souvent des formulaires plutôt anonymes, effectivement, avec une plateforme dédiée où effectivement le salarié peut écrire sans forcément aller voir une personne physique précisément. Parfois, effectivement, ça facilite aussi la transmission d'une situation compliquée sur une plateforme spécifique. Merci. Bon, il est 12h30. Je m'assure d'être la garante du temps. On va s'arrêter là. J'ai vu qu'il y avait 2-3 petites questions qui restaient auxquelles on n'a pas répondu. Je vous invite, chers participants, si vous avez des questions, à retrouver Fatemeh Ansari, Damien Duché et Bilal Boussaleh sur LinkedIn. Ils sont ouverts à répondre à vos questions. N'hésitez pas à les solliciter par petit message LinkedIn. Vous les retrouverez très facilement sur ce réseau-là. De mon côté, je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire sur le triptyque du bien-être au travail. On va parler santé mentale, santé financière et santé physique au travail. Ce sera mercredi 11 mai de 13h à 14h. N'hésitez pas à vous inscrire. Donc, l'information est sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à me contacter si vous voulez échanger sur des sujets liés à la qualité de vie au travail. Je vous remercie énormément, chers intervenants et chers participants. Merci d'avoir été si nombreux à nous suivre aujourd'hui. Merci Damien Duché, merci Bilal, merci Fatemeh. Merci. Et j'espère à bientôt. Merci à bientôt. beaucoup. Merci à tout le monde. Merci, au revoir. Très bonne journée. Au Au revoir. revoir.